Le fils du millionnaire est tombé amoureux d'une femme pauvre, mais ses parents feraient tout pour les séparer. Le cristal s'est brisé sur le sol en marbre, plongeant la salle dans le silence. À cet instant, deux mondes se sont heurtés, et rien ne serait plus jamais pareil. Le manoir des Dupont resplendissait sous le ciel nocturne de Paris, ses lumières scintillantes, rivalisant avec les étoiles. L'événement de charité annuel de la famille était le point culminant du calendrier social de l'élite parisienne, un spectacle de richesse et d'influence qui faisait briller les yeux et alimenter les commérages. Jean Dupont, héritier réticent d'un empire commercial, observait la scène avec un mélange d'ennui et de malaise. À 28 ans, grand et athlétique, il était le rêve de toute mère de la haute société pour leurs filles à marier. Son costume italien sur mesure ne pouvait cacher l'inquiétude qui le consumait. Pour Jean, chaque sourire forcé et chaque conversation superficielle était comme une petite mort. « Mon fils, viens rencontrer la fille des Leblanc ». La voix de sa mère, Catherine, interrompit ses pensées. Jean réprima un soupir. Catherine, dans sa robe de gala et ses bijoux étincelants, était l'incarnation de la parfaite mondaine. Encore une tentative d'arranger un mariage convenable, pensa-t-il. « Maman, s'il te plaît, murmura Jean, pas ce soir. Catherine lui lança un regard de désapprobation. « Jean, tu dois penser à ton avenir. À ta position. » Il n'entendit pas la suite. Ses yeux avaient capté quelque chose, ou quelqu'un, qui fit disparaître le reste du monde. Se déplaçant avec grâce parmi les invités, une jeune serveuse noire portait un plateau de coupes de champagne. Son uniforme simple contrastait fortement avec les robes de créateurs et les costumes chers autour d'elle. Mais ce n'était pas cela qui attira l'attention de Jean. Ça était son visage, un masque de concentration, mais avec une étincelle de quelque chose de plus dans ses yeux, de la détermination peut-être. Ou était-ce une touche de dédain pour l'opulence qui l'entourait? Avant de pouvoir se contenir, Jean se retrouva à marcher dans sa direction, ignorant les appels de sa mère. C'est alors que cela se produisit. Un invité ivre, riant bruyamment d'une blague sans intérêt, fit un pas en arrière sans regarder. Il heurta la serveuse, la faisant perdre l'équilibre. Les verres vacillèrent dangereusement sur le plateau. Sans réfléchir, Jean se précipita en avant, ses mains trouvant le plateau à la dernière seconde. Le temps sembla se figer. Jean se retrouva à regarder directement dans les yeux de la serveuse, des yeux profonds, intelligents, qui semblaient voir à travers sa façade soigneusement construite. Pendant un moment, il oublia de respirer. « Merci », murmura-t-elle, sa voix un mélange de gratitude et de surprise. Il y avait un léger accent dans sa voix, peut-être de la campagne. « Ce fut un plaisir », balbutia Jean, se sentant soudain maladroit. Lui-même, qui avait toujours été si éloquent lors des réunions d'affaires, ne parvenait maintenant à peine à formuler une phrase cohérente. « Marie !» La voix tranchante du gérant du traiteur brisa le moment. « Retourne au travail. Ce n'est pas le moment de discuter avec les invités. » Marie, maintenant il connaissait son nom, lança à Jean un dernier regard énigmatique avant de disparaître dans la foule. Il resta là, se sentant comme s'il était réveillé d'un rêve, la sensation de son toucher encore dans ses mains. Jean remarqua à peine le regard pénétrant de son père, Henri Dupont, de l'autre côté de la salle. Henri, un homme imposant dans la soixantaine, observait la scène avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Le reste de la soirée passa comme un flou pour Jean. Il se retrouva à chercher Marie des yeux, capturant des aperçus d'elle parmi les invités. Chaque fois que leurs regards se croisaient, ne serait-ce qu'une seconde, il ressentait une vague de quelque chose, de la curiosité, de l'attraction, ou quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Il essaya de se concentrer sur les conversations autour de lui, sur les affaires discutées à voix basse, sur les flirts voilés et les alliances qui se formaient. Mais son esprit revenait toujours à Marie. Qui était-elle? D'où venait-elle? Qu'est-ce qui l'avait amenée dans ce monde si éloigné du sien? Les heures s'écoulèrent lentement. Jean dansa avec les filles d'importants cadres, discuta de politique avec des sénateurs et sourit aux caméras des photographes de la presse mondaine. Mais tout était automatique, son esprit ailleurs. Lorsque le dernier invité partit enfin et que le personnel commença à nettoyer, Jean fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il chercha le gérant du traiteur, un homme d'âge moyen avec une moustache bien taillée. La serveuse,
dit-il, essayant de paraître décontracté. « Marie, elle a fait un excellent travail ce soir. J'aimerais la remercier personnellement. » Le gérant parut surpris, ses sourcils se levant légèrement. « Elle est déjà partie, monsieur. Mais je peux transmettre vos remerciements, si vous le souhaitez. » Jean ressentit une pointe de déception. « Ah non, ça ira. Je le ferai moi-même. »« Merci. » Il se retira dans sa chambre, ignorant les regards curieux des employés. Cette nuit-là, allongé dans son lit de mille-fils, Jean ne pouvait pas sortir Marie de sa tête. Il y avait quelque chose en elle. Quelque chose qui l'intriguait d'une manière que aucune des mondaines que sa mère lui présentait n'avait jamais réussi. Le contraste entre le monde de Marie et le sien le fascinait. Elle était comme une fenêtre sur une réalité qu'il n'avait qu'entrevue de loin, protégée par les murs du privilège qui l'entourait depuis sa naissance. Tandis que le sommeil le fuyait, Jean prit une décision. Il retrouverait Marie, il en apprendrait plus sur elle, sur son monde. Et cette fois, il ne la laisserait pas s'échapper si facilement. Il ignorait que cette décision, prise lors d'une nuit d'insomnie, était sur le point de bouleverser son monde. L'héritier des Dupont s'apprêtait à embarquer pour un voyage qui testerait non seulement son cœur, mais tout ce qu'il avait toujours cru savoir sur lui-même et sa place dans le monde. La collision des mondes qui avait commencé avec un plateau de champagne était que le début. Et rien, absolument rien, ne serait plus jamais pareil. L'arôme de café fraîchement moulu et de pain frais remplissait l'air de la petite boulangerie du quartier de Montmartre. Jean, vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt, une nouveauté pour lui, essayait de ne pas paraître déplacé tandis qu'il attendait impatiemment dans la file. Sa montre Rolex, cachée sous sa manche, semblait peser une tonne. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'événement de Charité. 3 jours de recherche discrète, quelques pourboires bien placés et une détermination qui l'avait lui-même surpris. Maintenant, enfin, il était là, à quelques mètres de Marie. La serveuse qui avait capté son attention se tenait derrière le comptoir, servant les clients avec un sourire chaleureux qui faisait battre le cœur de Jean plus vite. Ses cheveux crépus étaient attachés en un chignon pratique, si différent des coiffures élaborées des femmes de son cercle social. Lorsqu'il fut enfin son tour, Jean sentit les mots lui échapper. « Bonjour, ce sera mieux », commença Marie automatiquement, avant que ses yeux ne s'écarquillent de reconnaissance. « Vous », Jean sourit nerveusement. « Salut, Marie. Je suis venu te remercier pour l'autre soir. » Marie arqua un sourcil, un mélange de surprise et de méfiance sur son visage. « Le fils des Dupont est venu jusqu'à Montmartre pour remercier une serveuse. Désolé, mais j'ai du mal à y croire. » L'honnêteté brute de Marie le prit par surprise, mais elle le rafraîchit aussi. C'était un changement bienvenu par rapport aux réponses apprises et aux sourires faux auxquels il était habitué. « En réalité, admit Jean, sentant le regard curieux des autres clients, je voulais te connaître mieux. As-tu du temps pour un café ?» Marie regarda l'horloge murale, puis de nouveau Jean. Pendant un moment, il craignit qu'elle refuse. Mais ensuite, à son soulagement, elle acquiesça. « Time to pause est dans 15 minutes. Il y a une brasserie pas loin. » 15 minutes plus tard, ils étaient assis à une table en plastique, des tasses de café fumantes devant eux. Le contraste avec les environnements luxueux auxquels Jean était habitué ne pouvait être plus grand. « Alors, » commença Marie, sa voix un mélange de curiosité et de prudence, « qu'est-ce que l'héritier des Dupont veut avec une serveuse de Montmartre ?» Jean sentit le poids de ses mots. « Honnêtement, je ne sais pas. Je sais juste que je n'arrive pas à arrêter de penser à toi depuis cette nuit-là. » Marie rit, mais il n'y avait pas d'humour dans ses yeux. « Écoute, si c'est une sorte de fantasme de slumming it pour toi, oublie ça. Je ne suis pas un projet de charité ou une aventure exotique. Non, ce n'est rien de tout ça, » protesta Jean, se sentant gêné qu'elle s'ait pensé cela. « C'est juste que tu semblais si différente de toutes les personnes à cet événement. C'est réel. » Le regard de Marie s'adoucit un peu. « Réel, hein ? Eh bien, la réalité n'est pas toujours belle, Jean. Je travaille à 2 emplois pour payer mes études. Je vis dans un petit appartement avec 3 colocataires. C'est ma réalité. » Jean resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. « Parle-moi davantage, » demanda-t-il doucement. « De toi, de tes rêves, de tes défis. Je veux comprendre. » Et à sa propre surprise, Marie commença à parler. Elle parla de son enfance en banlieue, de sa mère qui travaillait comme femme de ménage,
des nuits à étudier à la lumière des bougies quand l'électricité était coupée. Elle parla de son rêve de devenir avocate, de faire une différence dans sa communauté. Jean écoutait, fasciné. Chaque mot de Marie était une fenêtre sur un monde qu'il connaissait à peine. Un monde de lutte et de rêve qui faisait apparaître ses propres problèmes triviaux. Les heures passèrent sans qu'il ne s'en rende compte. Lorsque Marie regarda l'horloge, elle laissa échapper une exclamation de surprise. « Mon Dieu, je dois retourner au travail !» Tandis qu'il se levait, Jean ressentit une vague de panique. Il ne voulait pas que ce moment se termine. « Puis-je te revoir ?» demanda-t-il, sa voix trahissant plus d'émotion qu'il ne l'avait prévu. Marie hésita, ses yeux étudiant le visage de Jean. Enfin, elle sourit, un sourire sincère qui illumina tout son visage. « D'accord, Jean Dupont. Mais la prochaine fois, je choisis l'endroit. » Tandis qu'il la regardait s'éloigner, Jean sentit quelque chose changer en lui. Le monde qu'il avait toujours connu semblait soudain petit et insignifiant, comparé à ce que Marie lui avait montré en seulement quelques heures. Il savait qu'il s'aventurait en territoire inconnu, qu'il y aurait des obstacles et de la désapprobation. Mais pour la première fois de sa vie, Jean sentait qu'il était sur la bonne voie. Ce qui avait commencé comme de la curiosité SS était transformé en quelque chose de plus, quelque chose de dangereux, d'excitant et de complètement inattendu. Et Jean avait hâte de voir où cela le mènerait. Au cours des semaines qui suivirent, Jean et Marie se rencontrèrent plusieurs fois, toujours dans des endroits simples qu'elle choisissait. Des cafés de quartier, des parcs publics, et même un marché en plein air où Marie lui apprit à marchander. Pour Jean, chaque rencontre était une aventure, une chance de voir le monde à travers ses yeux. Mais tandis que leur relation fleurissait loin des projecteurs, les rumeurs commençaient à circuler dans les salons de la haute société parisienne. « Tu as entendu ? L'héritier des Dupont a une liaison avec une serveuse. On dit qu'elle est opportuniste. Elle est probablement après son argent. Pauvre Catherine. Elle doit être dévastée par cette honte. » Jean essayait d'ignorer les chuchotements et les regards de côté, mais il était impossible de ne pas remarquer la tension croissante à la maison. Sa mère, Catherine, alternait entre des allusions acides et des supplications émotionnelles. « Jean, mon chéri, tu dois penser à ton avenir, à la réputation de la famille, » disait-elle, les yeux embués. Cette aventure ne peut pas continuer. Son père, Henri, gardait un silence froid et calculateur qui était encore plus perturbant. Ce fut un dimanche après-midi, lors du traditionnel déjeuner en famille, que la tension éclata enfin. « Fils !» commença Henri, sa voix grave coupant le silence tendu à table. « Il est temps d'arrêter de faire semblant qu'il n'y a pas un éléphant dans la pièce. Cette amitié avec la serveuse doit cesser. » Jean sentit le sang bouillir. « Elle s'appelle Marie, papa, et ce n'est pas seulement une amitié. » Henri posa ses couverts avec un bruit métallique. « Je me fiche de son nom. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de cette famille, de cette entreprise. Tu as des responsabilités, Jean. Tu ne peux pas te permettre de jouer aux rebelles avec des causes sociales. »« Ce n'est pas un jeu, » protesta Jean, sa voix montant. « Marie est intelligente, déterminée. Elle me fait voir le monde d'une manière différente. »« Voir le monde ?» Henri rit sans humour. « Et qu'est-ce que cette fille peut te montrer du monde que tu n'as pas déjà? La pauvreté, les difficultés? Pour cela, il y a nos actions de charité. » Catherine tenta d'intervenir, sa voix tremblante. « Jean, ton père a raison. Pense au scandale, au dommage à notre réputation. » Jean regarda l'un après l'autre, incrédule. « Vous m'écoutez, je ne fais pas de charité. Je pense que je suis amoureux d'elle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri devint rouge, ses mains se serrant en poing sur la table. Catherine laissa échapper un petit sanglot. « Amour !» Henri parla enfin, sa voix dangereusement basse. « Tu ne sais rien de l'amour, garçon. Ce que tu ressens, c'est du fascisme pour l'exotique, rien de plus. Cette fille te manipule probablement, te voyant comme son billet d'or pour sortir de la banlieue. » Assez, Jean se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol en marbre. « Ah, tu ne connais pas Marie. Tu n'as pas le droit de parler ainsi d'elle. J'ai tous les droits. » Henri se leva aussi, sa silhouette imposante projetant une ombre sur la table. « Je suis ton père et le président de cette entreprise. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, tu le dois à moi et à ta mère. Et il est temps que tu commences à agir en conséquence. »
Jean ressentit une vague de défi qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Peut-être que je ne veux plus de tout cela. Peut-être que je veux tracer ma propre voie avec quelqu'un qui me voit pour ce que je suis vraiment, pas comme un héritier ou un actif corporatif. Henri plissa les yeux. « Fais attention à ce que tu souhaites, fils. Tu ne durerais pas un jour dans le monde réel, sans ton nom et ton argent. Peut-être est-il temps de découvrir, répliqua Jean, se tournant pour partir. Si tu passes cette porte, la voix d'Henri tonna, ne te donne pas la peine de revenir. Jean s'arrêta un moment, la main sur la poignée. Il regarda sa mère, qui pleurait silencieusement, puis son père, dont le visage était contorsionné de colère et de peur. Sans dire un mot de plus, il sortit, claquant la porte derrière lui. Cette nuit-là, contre tout bon sens, Jean emmena Marie à un gala de l'entreprise. Ça était sa façon de déclarer au monde qu'il n'avait pas honte de sa relation. La salle de bal de l'hôtel 5 étoiles était bondée de cadres, de politiciens et de célébrités. Lorsque Jean entra avec Marie à son bras, le bourdonnement des conversations diminua visiblement. Tous les yeux se tournèrent vers le couple improbable. Marie, magnifique dans une robe simple mais élégante, gardait la tête haute, mais Jean pouvait sentir sa tension. « Es-tu sûr de cela ?» murmura-t-elle. « Absolument, répondit-il, serrant sa main. Pendant un moment, tout sembla bien se passer. Certaines personnes vinrent même les saluer, plus par curiosité que par véritable bienveillance. Mais Jean pouvait sentir les regards, entendre les chuchotements à peine dissimulés. Ce fut alors que son père entra dans la salle. Henri Dupont, imposant dans son smoking, balaya la pièce du regard jusqu'à localiser Jean et Marie. Son visage se tordit en un masque de fureur contrôlée. Sans hésiter, il marcha directement vers le couple. Le cercle de personnes autour d'eux s'ouvrit comme la mer Rouge. « Qu'est-ce que cela signifie ?» siffla Henri, son haleine sentant le whisky cher. « Papa, s'il te plaît » commença Jean, mais il fut interrompu. « Taise-toi » Henri se tourna vers Marie, ses yeux étincelants. « Et toi, profiteuse, combien tu factures pour ruiner la vie de mon fils? Quel est ton prix ?» Marie pâlit, mais resta ferme. « Monsieur, je ne m'adresse pas la parole » explosa Henri, sa voix résonnant dans la salle maintenant silencieuse. « Les gens comme toi n'ont pas leur place ici. Retourne dans ton monde et laisse mon fils tranquille. » Jean se plaça entre Marie et son père. « Assez. Tu es ivre, et tu te fais passer pour un imbécile. » Ce fut alors que cela se produisit. D'un geste rapide, Henri attrapa une coupe de champagne sur un plateau à proximité et en jeta le contenu au visage de Marie. Le choc collectif fut palpable. Marie resta là dégoulinante, ses yeux écarquillés de surprise et d'humiliation. Jean ressentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Papa » commença-t-il, sa voix tremblante de colère. Mais Marie l'interrompit, sa voix calme et digne malgré les circonstances. « Non, Jean, tout va bien. » Elle se tourna vers Henri, le regardant directement dans les yeux. « Monsieur, je suis désolé que vous sentiez ainsi. Mais sachez que vos insultes en disent plus sur vous que sur moi. » Sur ce, elle se retourna et marcha calmement vers la sortie, la tête haute, ignorant les regards et les murmures. Jean lança un dernier regard de dégoût à son père avant de suivre Marie. Tandis qu'ils quittèrent la salle, il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Une ligne avait été franchie et il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui avait commencé comme un conte de fées improbable se transformait maintenant en champ de bataille. Et Jean était déterminé à se battre, peu importe le coût. Le taxi serpentait à travers les rues étroites de la banlieue parisienne, un monde éloigné des gratte-ciel et des résidences de luxe du centre. Jean regardait par la fenêtre, absorbant chaque détail. Les maisons simples, les enfants jouant au ballon dans la rue, l'odeur du barbecue dans l'air. « C'est ici », dit doucement Marie, lorsque le taxi s'arrêta devant un immeuble de 3 étages, la peinture écaillée sur les murs. Jean paya la course et suivit Marie jusqu'au 3e étage. L'appartement était petit, mais propre et accueillant. Des photos de famille ornèrent les murs et l'arôme de café fraîchement passé remplissait l'air. « Maman » appela Marie, « j'ai amené de la visite. » Madame Leroy émergea de la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Jean. « Alors c'est le fameux Jean » dit-elle, un sourire prudent sur son visage marqué par le temps. « Bienvenue chez nous. »
Le déjeuner qui suivit fut une expérience révélatrice pour Jean. La nourriture était simple, mais délicieuse. Du riz, des haricots, une petite portion de viande et de la salade. Tellement différent des plats élaborés auxquels il était habitué, mais d'une certaine manière plus satisfaisant. Pendant qu'il mangeait, Madame Leroy partagea des histoires de l'enfance de Marie. « Cette fille a toujours été déterminée », dit-elle avec fierté. Depuis toute petite, le nez plongé dans les livres. La première de la famille à entrer à l'université. Marie rougit. « Maman, c'est vrai, » insista Madame Leroy. « Ça n'a pas été facile. Beaucoup de nuits sans dormir, travaillant et étudiant. Mais ma Marie n'a jamais abandonné. » Jean observa l'échange entre mère et fille, ressentant une pointe d'envie. Il y avait une chaleur, une connexion qu'il avait rarement expérimentée dans sa propre famille. Après le déjeuner, Marie l'emmena faire un tour du quartier. Ils marchaient main dans la main, Marie pointant des endroits de son enfance. L'école où elle avait étudié, le terrain où elle jouait, la bibliothèque publique où elle passait des heures à étudier. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était notre chez nous, dit-elle, un soupçon de nostalgie dans sa voix. Jean l'attira vers lui, l'embrassant doucement. « C'est parfait », murmura-t-il. De retour à l'appartement, tandis que Madame Leroy faisait une sieste, Marie montra à Jean un vieil album photo. « Ça était mon père », dit-elle, pointant un homme souriant tenant une Marie plus jeune dans ses bras. « Il est mort quand j'avais 15 ans. Accident de travail dans le bâtiment. » Jean serra sa main en silence, ressentant le poids de la perte dans sa voix. « C'est après ça que j'ai décidé que je voulais être avocate, » continua Marie, « pour défendre des gens comme mon père, qui souvent n'ont pas de voix. » Jean l'admirait de plus en plus. Sa force, sa détermination, son cœur généreux, tout cela le faisait remettre en question ses propres valeurs et priorités. Mais tout n'était pas que moments doux. À mesure que leur relation devenait plus publique, les pressions externes augmentaient. À l'université, Marie faisait face à des regards et des chuchotements. Certains l'accusaient d'être intéressée, d'autres la traitaient avec une curiosité gênante, comme si elle était une espèce rare en exposition. « Comment c'est de sortir avec un millionnaire ?» demanda un jour une collègue, sans cacher l'envie dans sa voix. Marie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je sors avec Jean, pas avec son compte en banque. » Jean, de son côté, faisait face à l'ostracisme dans son cercle social. Les invitations aux événements cessèrent d'arriver. Des amis de longue date étaient soudainement toujours occupés. Lors d'une rare sortie nocturne, dans un bar qu'il fréquentait autrefois, Jean et quelques anciens camarades d'université échangeaient des banalités lorsque le sujet surgit inévitablement. « Alors, Jean, dit Philippe, faisant tournoyer le whisky dans son verre, quand vas-tu te lasser de ton projet social ?» Jean sentit le sang bouillir. « Marie n'est pas un projet, Philippe. Elle est ma petite amie. »« bien sûr, rit Philippe, échangeant des regards avec les autres. « Mais allons, combien de temps penses-tu que ça va durer ? Elle n'appartient pas à notre monde. » Jean se leva brusquement, renversant sa chaise. « Peut-être que c'est moi qui n'appartiens plus à ce monde, » dit-il avant de partir. Cette nuit-là, allongé à côté de Marie dans son lit petit mais confortable, Jean réfléchissait au changement dans sa vie. Le matelas N n'était pas à ressorts en sachet comme son ancien. L'espace était exigu et les bruits de la rue entrèrent par la fenêtre. Mais il se sentait plus chez lui là que jamais dans son manoir. « À quoi penses-tu » demanda Marie, somnolente, se blottissant plus près. « À quel point ma vie a changé » répondit-il, embrassant son front. « Et à quel point je ne changerais rien à tout cela. » Mais tout n'était pas que défis externes. Jean commençait à affronter ses propres insécurités. Élevé dans un monde de privilèges, il se sentait parfois perdu dans les situations quotidiennes que Marie affrontait avec naturel. Un matin, en essayant de faire le café, Jean se retrouva confus devant le vieux réchaud à gaz. « Comment ça fonctionne ?» demanda-t-il, se sentant idiot. Marie rit, mais ses yeux étaient gentils. « Viens ici, je vais t'apprendre. » Tandis qu'elle expliquait le processus, Jean se demandait combien d'autres choses simples de la vie il ignorait. Les semaines passèrent et leur relation s'approfondit. Mais chaque jour, le contraste entre leurs mondes devenait plus évident. Jean était déterminé à faire fonctionner les choses, mais il se demandait parfois si l'amour serait suffisant pour surmonter tant de différences.
Un soir, alors qu'il rentrait à l'appartement de Marie après un dîner simple, Jean remarqua un homme les observant intensément de l'autre côté de la rue. Lorsqu'il le mentionna à Marie, elle soupira. « Probablement encore un paparazzi », dit-elle, fatiguée. « Ils ont beaucoup apparu récemment. » Jean la serra protecteur. « Je suis désolé pour tout ça. » Marie sourit, mais il y avait une ombre dans ses yeux. « Ce n'est pas ta faute. Mais parfois je me demande, quoi ?» Elle hésita. « Si ça en vaut la peine. Tout ce stress, cette pression. » Jean ressentit un pincement au cœur. « Pour moi, ça vaut chaque seconde, » dit-il avec conviction. « Et pour toi ?» Marie l'embrassa doucement. « Ça vaut le coup. Mais le chemin ne sera pas facile. » Tandis qu'il montait les escaliers vers l'appartement, Jean savait qu'elle avait raison. Le chemin à venir serait plein d'obstacles. Mais en regardant Marie, il était sûr d'une chose. Elle valait la peine de se battre. Et il était prêt à se battre de toutes ses forces. Le soleil venait à peine de se lever lorsque le téléphone de Marie sonna, réveillant le couple. Jean observa somnolent, tandis qu'elle répondait à l'appel, son expression passant rapidement de la confusion à l'inquiétude. « Quoi, mais pourquoi ?» demanda Marie, sa voix tendue. « Je comprends, mais oui, je serai là dans 1 heure. » Elle raccrocha et resta assise sur le lit un moment, regardant dans le vide. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Jean, touchant son bras doucement. Marie se tourna vers lui, ses yeux brillants de larmes contenues. « C'était mon patron du restaurant. Il veut me voir immédiatement. Il a dit que était urgent. » 1 heure plus tard, Marie sortit du restaurant, son visage un masque de choc et de colère. Jean, qui l'attendait dehors, sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Ils m'ont licencié, » dit Marie, sa voix tremblante. « Ils ont dit que j'attirais une attention indésirable sur l'établissement, que les clients se plaignaient de la présence des paparazzis. » Jean ressentit une vague de culpabilité et de colère. « C'est ridicule. Ils ne peuvent pas te licencier pour ça. C'est de la discrimination. » Marie rit amèrement. « Ils le peuvent, Jean, et ils l'ont fait. C'est le monde réel, où les gens comme moi n'ont pas le luxe de se battre contre les grandes entreprises. » Le silence pesa entre eux tandis qu'ils marchèrent de retour à l'appartement de Marie. Jean pouvait sentir la tension émanant d'elle, la peur de ce que cette perte signifierait pour ses finances déjà serrées. « Je peux aider, » proposa-t-il hésitant. « Je peux couvrir tes dépenses jusqu'à ce que tu trouves un autre emploi. » Marie s'arrêta brusquement, se tournant pour le regarder. « Non, Jean, je te remercie, mais je ne peux pas accepter ton argent. Cela changerait tout entre nous, mais je veux aider, insista Jean. « Quel mal y a-t-il à cela? Le mal, c'est que je perdrai mon indépendance, » répondit Marie, sa voix douce mais ferme. « Et toi, tu commencerais à me voir comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Je ne peux pas permettre cela. » Jean voulait argumenter, mais quelque chose dans le regard déterminé de Marie le fit reculer. Il respectait sa force, sa dignité, mais il se sentait aussi impuissant, incapable d'aider la femme qu'il aimait en un moment de besoin. Les jours qui suivirent furent tendus. Marie passait des heures à chercher de nouveaux emplois, tandis que Jean luttait avec son propre sentiment de culpabilité et de frustration. Le fossé entre leur monde, qui avait semblé se réduire, paraissait maintenant plus large que jamais. Un soir, alors qu'il dînait dans le petit appartement de Marie, le téléphone de Jean sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « C'est mon père, » dit-il, surpris. Marie acquiesça, l'encourageant à répondre. Jean hésita un moment avant de prendre l'appel. « Papa ?» Jean, la voix d'Henri résonna grave de l'autre côté de la ligne. « Nous devons parler. Viens à mon bureau demain à 10 heures. C'est important. » Avant que Jean ne puisse répondre, son père raccrocha. Il regarda Marie, un mélange d'appréhension et de curiosité sur son visage. « Que veut-il » demanda Marie. Jean haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais je pense qu'il est temps de faire face à cela de front. » Le lendemain matin, Jean entra dans l'imposant bâtiment des entreprises Dupont, se sentant étrangement déplacé dans l'environnement qu'il avait autrefois considéré comme son deuxième chez-soi. Le bureau de son père était exactement comme il s'en souvenait, spacieux, avec vue sur la ville, décoré d'œuvres d'art coûteuses et de meubles de designer. Henri Dupont se tenait près de la fenêtre, les mains croisées derrière le dos. Il se tourna lorsque Jean entra, son visage un masque de sérieux. « Assieds-toi, fils »
dit-il, indiquant la chaise devant son bureau. Jean obéit, se préparant mentalement à ce qui allait suivre. Henri s'assit dans son fauteuil en cuir, étudiant son fils pendant un long moment avant de parler. « Jean, cette situation est allée trop loin. Il est temps que tu prennes une décision. »« Quel genre de décision ?» demanda Jean, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Le conseil est inquiet. Nos actionnaires sont nerveux. Ta relation avec cette serveuse affecte l'image de l'entreprise, affecte nos affaires. » Jean sentit la colère monter. « Elle s'appelle Marie, papa. Et notre relation ne regarde personne d'autre que nous deux. » Henri frappa la main sur la table, faisant sursauter Jean. « Ça regarde tout le monde quand cela affecte l'avenir de cette entreprise ?» « L'entreprise que j'ai construite avec sueur et sacrifice, qui devrait être ton héritage. » Il prit une profonde inspiration, comme s'il tentait de se calmer avant de continuer. « Fils, je comprends. Tu es fasciné par quelque chose de nouveau, de différent. Mais il est temps de te réveiller à la réalité. Tu as des responsabilités, un avenir brillant devant toi. Tu ne peux pas tout jeter pour un caprice. »« Ce n'est pas un caprice, papa, » répondit Jean, sa voix basse mais ferme. « J'aime Marie. Elle me donne envie d'être une meilleure personne. Elle me fait voir le monde d'une manière différente. » Henri soupira, passant la main sur son visage fatigué. Pendant un moment, Jean ne vit pas le puissant homme d'affaires, mais seulement un père inquiet. « Jean, tu dois comprendre. Le monde n'est pas un conte de fées. Les relations comme la vôtre, elles ne durent pas. Les différences sont trop grandes. À la fin, vous finirez tous les deux blessés. » Jean ressentit une pointe de doute, mais il la repoussa rapidement. « Tu as tort, papa. Marie et moi pouvons faire fonctionner les choses. » Henri le regarda longuement, avant de parler à nouveau. « Très bien. Si c'est ainsi que tu te sens, tu ne me laisses pas le choix. Il est temps que tu fasses un choix, Jean. Soit tu mets fin à cette relation et tu reprends tes responsabilités dans l'entreprise, soit... » Il fit une pause, comme si les mots suivants lui coûtaient beaucoup. « Soit tu es dehors, sans héritage, sans poste dans l'entreprise, sans soutien financier. Tu devras tracer ta propre voie dans le monde. » Jean ressentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Une partie de lui avait toujours su que ce moment pouvait arriver, mais la réalité était bien plus dure qu'il ne l'avait imaginé. « Papa, s'il te plaît, » commença-t-il, mais Henri l'interrompit. « Non, Jean, assez d'excuses, assez de délais. Tu as 24 heures pour prendre ta décision. Choisis judicieusement. » Sur ce, Henri se leva, signalant que la conversation était terminée. Jean sortit du bureau dans un état de choc, son esprit un tourbillon d'émotions et de pensées conflictuelles. Tandis qu'il descendait l'ascenseur, il se surprit à regarder son reflet dans le miroir. Qui était cet homme qui le regardait en retour? L'héritier des Dupont, prêt à prendre sa place au sommet du monde des affaires? Ou un homme amoureux, prêt à risquer tout pour l'amour? Jean sortit du bâtiment pour le soleil éblouissant de Paris, sentant le poids du monde sur ses épaules. En 24 heures, sa vie changerait à jamais, et il devait faire le choix le plus difficile de sa vie. Tandis qu'il marchait dans les rues animées, perdu dans ses pensées, Jean ne remarqua pas l'homme qui l'observait de loin, prenant discrètement des photos avec un appareil à longue portée. La tempête qui approchait était plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. Le petit appartement de Marie était silencieux, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le mur. Jean s'assit à la table de la cuisine, une tasse de café refroidissant devant lui, tandis que Marie l'observait avec un mélange d'amour et d'inquiétude. « Alors, dit-elle doucement, que vas-tu faire ?» Jean leva les yeux, rencontrant son regard. « Je te choisis, Marie. Toujours toi. » Marie sentit son cœur se serrer. « Jean, es-tu sûr? C'est ta famille, ton héritage. »« Rien de tout cela ne compte sans toi, » l'interrompit-il, prenant ses mains dans les siennes. « Nous pouvons affronter cela ensemble. Je peux apprendre à vivre sans tous ces privilèges. » Le sourire de Marie était un mélange de joie et d'appréhension. « Ça ne sera pas facile, tu le sais. » Jean acquiesça, déterminé. « Je sais, mais je suis prêt pour le défi. » Le lendemain matin, Jean entra dans le bureau de son père la tête haute. Henri Dupont l'attendait, son visage un masque d'attente. « Alors ?» demanda Henri. « Je choisis Marie, » répondit Jean, sa voix ferme. « Et je suis prêt pour les conséquences. » Le visage d'Henri se durcit. « Mais très bien. À partir de ce moment, tu n'es plus un employé des entreprises Dupont. Ta carte d'entreprise sera annulée,
ainsi que ton accès au compte de la famille. Jean ressentit le poids de ces mots, mais resta ferme. Je comprends. Y a-t-il autre chose? Henri hésita un moment, comme s'il luttait intérieurement. Ophélie, ne fais pas ça. Il est encore temps de revenir en arrière. Je suis désolé, papa, répondit Jean, se tournant pour partir. Ma décision est prise. Les semaines qui suivirent furent une montagne russe de émotions et de défis. Jean emménagea dans le petit appartement de Marie, n'apportant que quelques valises de vêtements et d'effets personnels. L'espace exigu, qui autrefois semblait charmant, testait maintenant sa patience quotidiennement. La recherche d'emploi s'avéra plus difficile que Jean ne l'avait imaginé. Son nom, autrefois une porte d'entrée, semblait maintenant être un obstacle. De nombreux employeurs le voyaient avec méfiance, craignant des représailles de la puissante famille Dupont. « Comment s'est passé l'entretien ?» demanda Marie un après-midi, lorsque Jean rentra la tête basse. « Pas très bien, admit-il. Je pense qu'ils croient que c'est une sorte de blague, l'héritier des Dupont cherchant un emploi de début de carrière. » Marie l'enlaça, offrant un réconfort silencieux. Mais Jean pouvait sentir la tension dans ses épaules, le poids de la responsabilité qu'il partageait maintenant. Enfin, après des semaines de recherche, Jean décrocha un emploi d'assistant administratif dans une petite entreprise. Le salaire était une fraction de ce qu'il gagnait autrefois, mais c'était un début. L'adaptation à la nouvelle routine fut un défi. Se lever tôt, prendre des bus bondés, gérer des patrons exigeants, tout était nouveau et souvent frustrant pour Jean. Mais chaque jour, il se sentait plus fort, plus capable. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, une compétence que Jean apprenait lentement, Marie reçut un appel d'Anna, sa meilleure amie. « Salut, Anna, comment ça va ?» répondit joyeusement Marie. Mais son sourire disparut bientôt, remplacé par une expression de choc. « Quoi ? Non, ce n'est pas possible. Anna, comment as-tu pu ?» Jean observa, inquiet, tandis que Marie terminait l'appel, son visage pâle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, s'approchant. Marie le regarda, les yeux pleins de larmes. C'était Anna. Elle a vendu notre histoire à un magazine de potins. Toutes les conversations que nous avons eues, les détails intimes que j'ai partagés, tout est là. Jean ressentit une vague de colère et de trahison. « Mais pourquoi ? N'était-elle pas ta meilleure amie ? » « Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent, » répondit Marie, sa voix tremblante. « Qu'elle a vu une opportunité et n'a pas pu résister. » Cette nuit-là, tandis que Marie pleurait silencieusement dans ses bras, Jean ressentit le poids total de ses choix. Ça n'était pas seulement sa vie qui avait changé, mais aussi celle de Marie. Et maintenant, même ses amitiés étaient affectées. Le lendemain matin, les conséquences de la trahison d'Anna devinrent douloureusement claires. Les réseaux sociaux explosaient de commentaires sur le conte de fées de la vie réelle, dont beaucoup étaient cruels et pleins de préjugés. Jean et Marie pouvaient à peine sortir de chez eux sans être abordés par des photographes ou des curieux. Le téléphone ne cessait de sonner, avec des journalistes cherchant des interviews et des amis, voulant en savoir plus. « C'est de la folie », murmura Jean, fermant les rideaux pour bloquer un autre photographe persistant. Marie était assise sur le canapé, défilant sur son téléphone avec une expression de dégoût. « Et les gens sont si cruels. Regarde ce qu'ils disent de nous, de moi. » Jean s'assit à côté d'elle, l'enlaçant protecteur. « Ne dis pas ça, chérie. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent rien de notre histoire. » Mais les mots de réconfort semblaient vides face à l'avalanche de négativité qu'ils affrontaient. La pression affectait les deux, testant les limites de leur relation. Un après-midi, après une autre journée stressante au travail, Jean rentra chez lui pour trouver Marie pleurant dans la cuisine. « Je n'en peux plus, » sanglota-t-elle. « Peut-être que ton père avait raison. Peut-être que nous sommes trop différents, de mondes qui ne peuvent se mélanger. » Jean sentit son cœur se serrer. « Ne dis pas ça, Marie. Nous pouvons surmonter cela. »« Je sais que nous pouvons. » Mais tandis qu'il l'enlaçait, essayant de la réconforter, Jean ne put éviter la graine de doute qui commençait à grandir dans son cœur. Pouvait-il vraiment surmonter tous ces obstacles, ou repoussait-il simplement l'inévitable? Cette nuit-là, allongé dans le lit étroit, Jean regarda Marie endormie à ses côtés. Il aimait chaque détail d'elle, la courbe de son visage, la force de son esprit, la gentillesse dans son cœur.
Mais pour la première fois depuis qu'il avait pris sa décision, il se demanda si l'amour serait vraiment suffisant. Le son d'une notification sur son téléphone le tira de ses pensées. C'était un message d'un numéro inconnu. M. Dupont. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser sur ma mademoiselle Marie. Retrouvez-moi demain au parc Monceau à 15 heures. Venez seul. Jean fixa le message, un mélange de curiosité et d'appréhension le prenant. Qui cela pouvait-il être? Et quel genre d'informations serait-elle? Tandis que le sommeil le gagnait enfin, Jean ne put éviter la sensation que, une fois de plus, sa vie était sur le point de changer radicalement. Qu'est-ce qui l'attendait au parc? Et comment cela affecterait-il son avenir avec Marie? Les réponses viendraient bientôt, mais Jean avait le pressentiment qu'il n'aimerait peut-être pas ce qui allait arriver. Le parc Monceau était silencieux cet après-midi de mercredi. Jean marchait nerveusement près du lac, ses yeux balayant la zone à la recherche de l'expéditeur mystérieux du message. « Saint-Antoine Dupont !» Une voix grave le surprit par derrière. Jean se retourna pour rencontrer un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume bon marché et portant une mallette en cuir usé. « Qui êtes-vous » demanda Jean, tendu. « Mon nom n'a pas d'importance » répondit l'homme, remettant à Jean une enveloppe. « Ce qui importe, c'est ce qui est à l'intérieur. » Jean ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il trouva des photos et des documents qui firent glacer son sang. Des preuves de corruption, de pots de vin, de contrats illégaux, tous liés aux entreprises Dupont et plus précisément à son père. « Pourquoi me montrez-vous cela » demanda Jean, sa voix rauque. L'homme haussa les épaules. « Disons que j'ai mes raisons de vouloir voir la vérité éclater. La question est, que vas-tu faire de cette information ?» Tandis que l'homme s'éloignait, laissant Jean abasourdi au milieu du parc, une bataille interne se déroulait dans son esprit. Exposer son propre père, détruire l'héritage de la famille. Mais comment pouvait-il ignorer de tels crimes? Cette nuit-là, Jean rentra chez lui et trouva Marie regardant les nouvelles, son visage un masque d'inquiétude. « Jean, tu dois voir ça !» dit-elle, augmentant le volume de la télévision. À l'écran, un journaliste parlait devant le bâtiment des entreprises Dupont. Des sources anonymes ont soulevé de sérieuses allégations de corruption contre le géant corporatif. La police fédérale a confirmé qu'une enquête est en cours. Jean ressentit le poids de l'enveloppe dans sa poche. Il savait qu'il devait le dire à Marie, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. « Marie, commença-t-il, sa voix tremblant, il y a quelque chose que je dois te dire. » Dans les heures qui suivirent, Jean déversa tout, la rencontre au parc, les documents, ses soupçons de longue date sur les affaires de la famille. Marie écouta en silence, ses yeux s'écarquillant à chaque nouvelle révélation. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle finalement. Jean passa la main dans ses cheveux, exaspéré. « Je ne sais pas. C'est mon père, Marie, ma famille. Mais cela s'est mal à tant de niveaux. » Marie prit ses mains, ses yeux pleins de compréhension et de force. « Jean, je sais que c'est difficile, mais tu as toujours parlé de faire la différence, de être meilleur que ton passé. Peut-être que c'est ta chance. » Cette nuit-là, après des heures de discussion et de réflexion, Jean prit sa décision. Le lendemain matin, il remit les preuves aux autorités. Le chaos qui s'ensuivit fut dévastateur. Les médias explosèrent avec la nouvelle du héritier lanceur d'alerte. Les actions des entreprises Dupont chutèrent. Henri Dupont fut arrêté, ainsi que plusieurs cadres de haut niveau. Pour Jean, c'était comme voir son monde entier s'effondrer. Mais au milieu des cendres, il trouva une force qu'il ne savait pas posséder. Marie était à ses côtés à chaque étape, offrant un soutien silencieux lors des nuits où le poids de ses actions semblait écrasant et célébrant les petites victoires lorsque la vérité commençait à émerger. Les semaines passèrent. Peu à peu, la tempête médiatique commença à se calmer. Jean et Marie, qui autrefois étaient vus comme un conte de fées improbable, étaient maintenant dépeints comme un couple uni face aux adversités. Un jour, alors qu'ils marchaient main dans la main dans le même parc où tout avait commencé, Jean s'arrêta soudainement. « Marie, dit-il, se tournant pour la regarder, je veux te remercier. »« Pourquoi » demanda-t-elle, surprise. « Pour m'avoir rendu une meilleure personne. Pour m'avoir donné le courage de faire ce qui est juste, même quand c'était la chose la plus difficile au monde. » Marie sourit, des larmes brillant dans ses yeux. « Nous avons fait cela ensemble, Jean, et nous continuerons à le faire. » Tandis qu'il s'enlaçait,
Le son d'une notification sur le téléphone de Marie interrompit le moment. Elle regarda l'écran, son visage pâlissant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jean inquiet. Marie déglutit. « C'est de mon avocat. La date du procès a été fixée. Dans 2 semaines, je vais affronter les accusations de fraude. » Jean ressentit un pincement au cœur. Avec tout le chaos entourant sa famille, il avait presque oublié les fausses accusations contre Marie, un résultat indirect de leur relation et de l'exposition qui en découlait. « Nous allons affronter cela ensemble, » dit-il fermement. « Je serai à tes côtés à chaque étape. » Marie acquiesça, reconnaissante, mais Jean pouvait voir la peur dans ses yeux. Les 2 prochaines semaines seraient cruciales. Ils auraient besoin de toute la force et de l'union qu'ils avaient construite pour affronter ce nouveau défi. Tandis qu'ils rentraient chez eux, Jean ne put s'empêcher de penser à combien leur vie avait changé. De l'héritier privilégié au lanceur d'alerte, de la serveuse à l'accusé de fraude. Mais au milieu de tous les changements et défis, une chose restait constante, l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Et avec cet amour comme fondation, ils étaient prêts à affronter n'importe quelle tempête qui viendrait à l'avenir. L'arôme de café fraîchement torréfié remplissait l'air de la petite cafétéria du Marais. Jean, portant un tablier avec le logo « Café Nouveaux Horizons », servait les clients avec un sourire sincère. Marie, avec un ventre de 6 mois déjà visible, organisait les gâteaux et les pains dans la vitrine. Il y a 3 mois, le couple avait investi leurs économies dans cette entreprise. Ce qui avait commencé comme un petit café était rapidement devenu le point de rencontre du quartier, attirant une clientèle diversifiée allant des étudiants aux cadres. « Un cappuccino de plus pour la table 3, » annonça Jean, passant près de Marie et lui volant un baiser rapide. Marie sourit, mais son visage se crispa bientôt en une grimace de malaise. « Tout va bien ?» demanda Jean inquiet. « Reste une douleur » répondit Marie, forçant un sourire. « C'est passé. » La sonnette de la porte retentit, annonçant l'arrivée d'un nouveau client. À la surprise du couple, c'était Renée, une célèbre chroniqueuse sociale. « Alors les rumeurs sont vraies » commenta Renée, regardant autour avec intérêt. L'héritier des Dupont a vraiment ouvert un café. Jean se tendit, mais garda son calme. « Bienvenue au café Nouveaux Horizons, Renée. Que désirez-vous » Renée passa sa commande et, en attendant, bombarda le couple de questions. Le lendemain, un article élogieux sur le café apparut dans sa chronique, mettant en avant l'histoire de dépassement du couple. L'entreprise, qui se portait déjà bien, explosa. Les files d'attente doublèrent de taille. Et bientôt, Jean et Marie se retrouvèrent à embaucher plus de personnel pour faire face à la demande. Mais tout n'était pas rose. Un après-midi, alors qu'ils fermèrent la caisse, Marie remarqua quelque chose d'étrange. « Jean, viens voir ça » appela-t-elle, fronçant les sourcils devant l'écran de l'ordinateur. Jean s'approcha, étudiant les chiffres. Cela n'a pas de sens. Nos dépenses ont augmenté de manière drastique le mois dernier, mais nous n'avons fait aucun achat important. Après une enquête minutieuse, ils découvrirent que quelqu'un avait falsifié leur contrat avec les fournisseurs, gonflant les prix. La signature sur les nouveaux contrats était une imitation parfaite de celle de Jean. « Qui ferait ça ?» demanda Marie, perplexe. La réponse vint sous la forme d'un appel anonyme. « Éloigne-toi des affaires, Jean », menaça une voix déformée. « Ou les choses vont empirer. » Jean sentit le sang bouillir. Il ne connaissait qu'une seule personne capable d'une telle sabotage, son père. Déterminé à confronter Henri, Jean se dirigea vers le manoir des Dupont. En chemin, il reçut un appel désespéré de Marie. « Jean », sa voix était tremblante, « je suis à l'hôpital. Quelque chose ne va pas avec le bébé. » Le monde de Jean sembla s'effondrer. Déchiré entre confronter son père et courir vers Marie, il prit une décision rapide. « Je suis en chemin, chérie. Tiens bon. » À l'hôpital, Jean trouva Marie pâle et effrayée. Le médecin expliqua qu'elle avait des contractions prématurées, possiblement dues au stress. « Elle a besoin de repos absolu », insista le médecin. « Tout stress supplémentaire peut être dangereux pour elle et pour le bébé. » Jean passa la nuit à côté de Marie, tenant sa main et promettant que tout irait bien. Mais à l'intérieur, il bouillait de colère. Son père était allé trop loin. Le lendemain matin, avec Marie stabilisée et endormie, Jean se rendit enfin au manoir des Dupont. Il trouva son père dans le bureau, apparemment surpris de sa visite.
« Que fais-tu ici ?»« Ça suffit, papa, » dit Jean, sa voix tremblante de émotion contenue. « Je sais que c'est toi qui as saboté notre café. » Et maintenant Marie est à l'hôpital à cause du stress. Henri se leva, son visage un masque d'innocence. « Je ne sais pas de quoi tu parles, fils. Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Parce que tu ne supportes pas de me voir heureux et réussi sans ton contrôle, » répliqua Jean. « Mais cela s'arrête maintenant. Si quelque chose arrive à Marie ou à notre bébé, je jure que je vais exposer toutes tes affaires louches. » Henri pâlit, laissant finalement tomber le masque. « Tu ne ferais pas ça. Tu détruirais l'héritage de la famille. Regarde-moi, défia Jean, ses yeux étincelants. Je ne suis plus ce garçon que tu pouvais manipuler, papa. J'ai ma propre famille maintenant, et je ferai tout pour la protéger. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Père et fils se regardèrent, des décennies de ressentiment et d'attentes non satisfaites planant entre eux. Enfin, Henri s'effondra dans son fauteuil, semblant soudain vieux et fatigué. « Que veux-tu, Jean ? Je veux que tu nous laisses en paix, » répondit fermement Jean. « Rien plus de sabotage, plus de menaces. Et je veux que tu répares les dommages que tu as causés à notre entreprise. » Henri étudia son fils pendant un long moment, comme s'il le voyait pour la première fois. « Tu as vraiment changé, » murmura-t-il. « Oui, j'ai changé, » acquiesça Jean. « Grâce à Marie, je suis un homme meilleur maintenant. Et je serai un meilleur père que tu ne l'as jamais été. » Tandis qu'il quittait le manoir, Jean sentit un poids être enlevé de ses épaules. Il savait que la bataille n'était pas complètement gagnée, mais pour la première fois, il sentait qu'il avait le contrôle de son propre destin. De retour à l'hôpital, Jean trouva Marie éveillée et plus animée. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, embrassant son front. « Mieux » sourit-elle. « Le médecin a dit que les contractions ont cessé. »« Mais Jean, et le café, qui va s'occuper de tout ?» Jean serra sa main, souriant. « Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Nous avons des amis formidables qui se sont proposés pour aider. Notre bébé et toi êtes ma priorité maintenant. » Cette nuit-là, tandis que Marie dormait, Jean réfléchit aux événements de la journée. La tempête avait été intense, mais il sentait que le calme approchait. Avec Marie à ses côtés et un enfant en route, il était prêt à affronter n'importe quel défi que l'avenir pourrait apporter. Le Café Nouveaux Horizons était plus qu'une entreprise. C'était un symbole de leur parcours, de leur lutte contre les préjugés et les attentes. Et Jean était déterminé à le faire prospérer, non seulement pour lui et Marie, mais pour l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Le moniteur cardiaque émettait des bips constants dans l'UTI de l'hôpital Saint-Louis. Henri Dupont, l'autrefois puissant patriarche de la famille, gisait immobile, connecté à des tubes et des fils. Jean observait son père à travers la vitre, un tourbillon d'émotions dans sa poitrine. Il y a seulement 48 heures, Henri avait subi un infarctus fulminant lors d'une réunion d'affaires. L'homme qui avait toujours semblé invincible luttait maintenant pour sa vie. « M. Dupont. » Une infirmière toucha doucement à l'épaule de Jean. « Votre père est réveillé et demande à vous voir. » Jean entra dans la chambre, hésitant. Les yeux d'Henri, autrefois toujours aiguisés et calculateurs, semblaient maintenant fatigués et effrayés. « Jean, » murmura Henri, sa voix rauque, « je suis désolé. » Ces 3 mots, que Jean n'avait jamais imaginé entendre de son père, le prirent par surprise. « Papa, tu dois te reposer, » commença-t-il, mais Henri l'interrompit. « Non, fils, je dois dire ça. » Henri fit une pause, luttant pour respirer. « J'ai failli mourir sans jamais avoir dit à quel point je regrette. De la façon dont je t'ai traité, dont j'ai traité Marie. » Jean ressentit un nœud dans la gorge. « Papa, ce n'est pas le moment de... C'est le moment parfait, » insista Henri. « La vie est trop courte pour l'orgueil et les préjugés. » J'avais tort, Jean. Surtout. Dans les jours qui suivirent, tandis qu'Henri se remettait lentement, une transformation remarquable se produisit. L'homme qui autrefois méprisait Marie demandait maintenant à mieux la connaître, à faire partie de la vie du petit enfant à venir. Marie, initialement sceptique, accepta une rencontre avec Henri à l'hôpital. Jean observa émerveillé, tandis que son père demandait pardon à Marie, des larmes dans les yeux de l'homme qu'il n'avait jamais vu pleurer. « J'ai été un imbécile aveugle, » admit Henri. « Je n'ai vu que ce que je voulais voir, pas ce qui importait vraiment. » Marie, avec sa grâce caractéristique, serra la main d'Henri. « L'important, c'est que maintenant vous voyez. » La tentative de réconciliation était fragile,
construite sur un terrain de blessures et de méfiance anciennes. Mais il y avait de l'espoir, un désir sincère des deux côtés de guérir les anciennes blessures. Quelques semaines plus tard, lorsque Marie entra en travail, ce fut Henri qui insista pour payer la meilleure chambre de l'hôpital, pour engager les meilleurs médecins. « C'est le minimum que je puisse faire », dit-il à Jean. « Laisse-moi essayer d'être un bon grand-père, puisque j'ai échoué comme père. » Après des heures de travail, les pleurs d'un bébé résonnèrent dans la salle d'accouchement. Jean, les larmes aux yeux, tint sa fille pour la première fois. « Bienvenue dans le monde, Sophie », murmura-t-il, tandis que Marie souriait, épuisée mais radieuse. La naissance de Sophie fut un catalyseur de changement profond dans la dynamique familiale. Henri, maintenant grand-père Gaga, était une présence constante, désireux de rattraper le temps perdu. Catherine, la mère de Jean, qui était restée distante pendant tout le conflit, baissa enfin ses défenses en tenant sa petite fille. « Elle a les yeux de Jean quand il était bébé », commenta Catherine, émue. Marie sourit. « Et le nez de ma mère. » Ce fut à ce moment de tendresse partagée que Jean et Marie annoncèrent leur nouvelle entreprise. « Nous lançons une fondation », expliqua Jean, « pour aider les étudiants de milieux modestes à accéder à une éducation de qualité. » Henri leva les sourcils, surpris. « C'est impressionnant. Comment puis-je aider ?» L'offre d'aide d'Henri prit tout le monde par surprise. Jean et Marie échangèrent des regards, une conversation silencieuse passant entre eux. « En fait, papa, » commença prudemment Jean, « ton expérience en gestion serait inestimable pour la Fondation. » Ainsi naquit la Fondation Nouveaux Horizons, un projet qui unit la famille d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Henri, se rachetant de ses erreurs passées, se plongea dans le travail avec un enthousiasme renouvelé. Le lancement officiel de la Fondation coïncida avec un autre événement monumental, la remise de diplôme de Marie. Après des années de lutte, équilibrant travail, études et maintenant maternité, Marie réalisait enfin son rêve de devenir avocate. Le jour de la cérémonie, l'auditorium de l'université était bondé. Jean, tenant Sophie dans ses bras, ne pouvait contenir sa fierté en voyant Marie monter sur scène pour recevoir son diplôme. « C'est ta mère », murmura-t-il à Sophie, la femme la plus incroyable du monde. À côté d'eux, Henri et Catherine observèrent la scène, les larmes aux yeux. Le parcours jusqu'ici avait été long et tumultueux, mais à ce moment-là, tout semblait en valoir la peine. Après la cérémonie, tandis que la famille célébrait dans un restaurant voisin, Henri leva son verre pour un toast. « À Marie » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, « qui nous a enseigné la vraie signification de la force, de la persévérance et du pardon. Et à notre famille, qui est enfin unie. » Marie, émue, serra Henri dans ses bras. « Merci d'avoir ouvert votre cœur, » dit-elle doucement. Jean observa la scène, émerveillé par combien leur vie avait changé. D'une relation considérée comme scandaleuse à une famille unie, ils avaient parcouru un long chemin. Cette nuit-là, de retour dans l'appartement qui semblait maintenant trop petit pour leurs rêves en expansion, Jean et Marie réfléchissaient à leur parcours. « Aurais-tu imaginé que nous arriverions ici ?» demanda Marie, berçant Sophie. Jean sourit, l'attirant près de lui. « Honnêtement, non. Mais je suis reconnaissant pour chaque obstacle que nous avons affronté. Ils nous ont rendus plus forts. » Marie acquiesça, regardant leur fille endormie. « Et maintenant, nous avons la chance de faire la différence pour d'autres. La Fondation, le café, nous construisons quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et ce n'est que le début, » ajouta Jean, ses yeux brillants d'excitation. « Imagine ce que nous pouvons accomplir dans les années à venir. » Tandis qu'ils planifièrent l'avenir, Jean et Marie savaient que de nouveaux défis les attendaient. Les préjugés ne disparaissent pas du jour au lendemain, et les vieilles habitudes peuvent être difficiles à briser. Mais en regardant Sophie, le diplôme de Marie sur le mur, la photo de la famille réunie au lancement de la Fondation, ils ressentaient une certitude inébranlable. Ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Leur amour, autrefois considéré comme un scandale, était maintenant un phare d'espoir. Une preuve vivante que les barrières sociales peuvent être abattues, que le pardon est possible et que le véritable héritage d'une famille ne réside pas dans son nom ou sa fortune, mais dans les valeurs qu'elle défend. Tandis que la ville s'endormait dehors, Jean et Marie scellèrent leur engagement avec un baiser, prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire extraordinaire.
5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit, où Jean et Marie avaient scellé leur engagement avec un baiser, prêts à affronter l'avenir ensemble. Le temps avait apporté des changements, des défis et surtout de la croissance. Le café Nouveaux Horizons S était étendu à 3 unités à Paris, chacune un oasis d'arômes de café frais et de conversations animées. Jean, maintenant un entrepreneur respecté, équilibrait sa passion pour l'entreprise avec son engagement envers la Fondation Nouveaux Horizons. Marie, quant à elle, était devenue une avocate de renom, spécialisée dans les causes sociales. Son cabinet, situé dans un quartier de classe moyenne, était un symbole de son parcours, ni dans les gratte-ciel luxueux du centre, ni dans les banlieues, mais un point de rencontre entre 2 mondes. Sophie, maintenant âgée de 5 ans, était un mélange parfait de ses parents, les yeux curieux de Jean et le sourire chaleureux de Marie. Elle grandissait bilingue, alternant sans effort entre le français parlé à la maison et l'anglais qu'elle apprenait à l'école internationale qu'elle fréquentait grâce à une bourse de la fondation familiale. Un après-midi ensoleillé de samedi, la famille se préparait pour un événement spécial. La Fondation Nouveaux Horizons organisait son gala annuel de collecte de fonds, un événement qui réunissait des personnes de toutes les classes sociales pour une cause commune. « Say papa, puis-je porter ma robe bleue ?» demanda Sophie, ses yeux brillants d'excitation. Jean sourit, prenant sa fille dans ses bras. « Bien sûr que tu peux, princesse. Elle sera la plus belle de la fête. » Marie entra dans la pièce, ajustant une boucle d'oreille. « Tout le monde est prêt ? Nous ne pouvons pas être en retard pour notre propre événement. » La salle de bal de l'hôtel était bondée. Des cadres en costume cher discutaient joyeusement avec des étudiants bénéficiaires de la Fondation. Des artistes célèbres se mêlaient à des enseignants d'écoles publiques. C'était une vision qui, il y a des années, aurait semblé impossible. Sur scène, Jean et Marie se préparaient à faire leur discours d'ouverture. Ils échangèrent un regard complice, se remémorant combien ils avaient parcouru. « Bonsoir à tous », commença Jean. « Il y a quelques années, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici aujourd'hui, j'aurais ri. Mais la vie a une façon amusante de nous surprendre. » Marie continua. « Notre parcours n'a pas été facile. Nous avons affronté des préjugés, des barrières et des doutes. Mais chaque obstacle nous a rendus plus forts, plus déterminés à faire la différence. » Tandis qu'il parlait des projets de la Fondation et de leurs plans pour l'avenir, Jean ne put s'empêcher de réfléchir à sa transformation personnelle. De l'héritier réticent à l'homme engagé dans le changement social qu'il était aujourd'hui. À la fin de la soirée, tandis que Sophie dormait dans les bras de son grand-père Henri, qui était maintenant l'un des directeurs les plus actifs de la Fondation, Jean et Marie éloignèrent un moment, observant la scène. « Car nous avons réussi, n'est-ce pas ?» murmura Marie, appuyant sa tête sur l'épaule de Jean. « Oui, nous avons réussi », répondit-il, l'embrassant doucement. « Et ce n'est que le début. » Tandis qu'ils regardèrent vers l'avenir, ils savaient que de nouveaux défis les attendaient. Mais ensemble, avec l'amour comme fondation et la détermination comme guide, ils étaient prêts à écrire les prochains chapitres de leur histoire extraordinaire. L'histoire de Jean et Marie nous montre que l'amour et le courage peuvent changer le monde. Et vous, êtes-vous prêts à faire partie de ce changement? Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Aimez si vous croyez au pouvoir de l'amour pour surmonter les barrières. Dans les commentaires, partagez votre vision d'un monde plus juste et inclusif. Ensemble, nous pouvons écrire de nouveaux chapitres de transformation sociale. Votre voix compte dans cette conversation. Abonnez-vous, aimez et commentez maintenant. Quel sera votre rôle dans cette histoire de changement?